Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, et si les réseaux sociaux étaient moins dangereux qu'on ne le dit pour les ados? L'hypothèse est formulée mais surtout documentée, argumentée par la journaliste Béatrice Caméraire dans son nouveau livre. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche de Marine Plantec aujourd'hui. L'anti-sèche, vous le savez habituellement, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Comme les programmes, c'est un petit peu les vacances, on va quand même continuer à réviser avec une super sélection d'expositions. L'heure de la récré, toujours avec Marine. Retour en images sur cette troisième saison. C'est le best-of de la quotidienne. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton sur les rayons de la librairie, les JO et les vacances, évidemment. On n'en sort pas aujourd'hui. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. En 15 ans, les réseaux sociaux sont devenus la peur numéro 1 des parents et des éducateurs, constate la journaliste et autrice Béatrice Caméraire en introduction de Nos ados sur les réseaux sociaux. C'est le livre qu'elle publie sous l'égide de Canopé et du Clémy. Mais bon, il y a un sous-titre. Même pas peur, point d'exclamation. Béatrice, bonjour. Bonjour. Je suis absolument ravi de vous accueillir. On a souvent parlé de votre travail ici, notamment autour des dossiers que vous effectuez pour la revue Sciences Humaines, pour l'école des parents aussi. Vous êtes une journaliste très suivie sur ces questions de parentalité, sur ces questions d'Internet aussi. Le débat sur les jeunes et sur les réseaux sociaux, il s'ouvre souvent sur le sujet du temps d'écran. Déjà, une des premières choses qu'on apprend dans votre livre, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Non, on n'en sait pas grand-chose. Et puis surtout, voilà, on a ce discours de la peur qui domine complètement depuis une bonne dizaine d'années quand même, parce qu'on ne l'a pas toujours eu. On a eu aussi des enthousiastes, mais qui ont été un petit peu occultés rapidement autour de ce discours de la peur. Et l'idée qu'on n'ait pas des réponses absolument définitives, c'est terrorisant. Donc c'était vraiment l'idée de mon enquête, de mon livre, d'aller voir qu'est-ce qu'on savait vraiment, pas vraiment, ce sur quoi les spécialistes étaient d'accord ou pas d'accord. Et vous en avez interviewé une vingtaine, quelques-uns d'ailleurs, ou quelques-unes qu'on a déjà reçues sur ce plateau, pour ce qui est de leur domaine de compétences particuliers, mais ça fait une enquête pluridisciplinaire. Donc, sur le temps d'écran, si on y revient malgré tout, on dit tout, on donne des chiffres, mais vous dites en fait, ça dépend tellement de ce qui se passe sur les réseaux que ça ne veut rien dire. Oui, le temps d'écran, en fait, c'est un non-sens. C'est comme si on essayait de réguler, je ne sais pas moi, le temps de lecture de sport. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne veut rien dire, quoi. Ça ne veut rien dire. Ça dépend de ce que font les enfants concrètement, de ce que font les ados concrètement. Il y a des usages qui sont émancipateurs, qui les documentent, qui les font grandir, et puis d'autres qui effectivement leur font pas du bien. Donc le contrôle à la montre, aucun chercheur, aucun praticien ne le préconise. C'est vraiment quand on ne peut rien faire d'autre. Le plus important, c'est d'aller voir ce que font vraiment les jeunes. Quand on peut pas faire autrement. On parle souvent de l'addiction aux écrans. Pareil, scientifiquement, c'est loin d'être documenté. Oui, l'addiction aux écrans, alors ça c'est un gros mot qu'on voit partout, qui fait les gros titres. Sur le plan scientifique, on n'a pas de preuves. Les annuaires de psychiatrie américains, qui sont quand même un petit peu notre référence, ne les ont absolument pas intégrés. Le fameux DSM. Voilà, le fameux DSM, et même la CIM, la version de l'OMS, a intégré le trouble du jeu vidéo. Mais alors attention, pour être diagnostiqué avec le trouble du jeu vidéo, il faut vraiment y passer sa vie, être complètement désocialisé. Donc c'est pas du tout le profil d'un enfant qui passe son week-end à jouer à Zelda, on est bien d'accord. Donc voilà, donc non, il n'y a pas d'addiction aux écrans. Par contre, il y a des pratiques parfois qui sont problématiques, qui sont trop intensives. Ça, on peut en parler. Et il y a notamment une grande diversité des pratiques. Et dites-vous, il faut une approche qualitative des usages. C'est comme ça qu'on peut savoir. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils font concrètement. Est-ce qu'ils se sentent plutôt mieux après? Est-ce qu'ils se sentent plutôt moins bien après? Est-ce que ça leur permet de tisser des liens? Est-ce que ça leur permet de se cultiver, de grandir, de s'informer? Ou est-ce qu'en fait ça nourrit des choses moins positives pour eux? C'est vraiment ça la grande question, et c'est toute la difficulté. C'est bien pour ça qu'on a tendance à se réfugier avec des solutions de facilité au lieu d'aller à la découverte vraiment de ce que font les jeunes en ligne. Alors on ne va pas faire une émission parce que vous n'avez pas fait un livre complètement bisounours sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des dangers. Vous donnez des trucs, plus que des trucs, d'ailleurs des analyses pour mieux les comprendre. Il y a notamment un piège qui est propre aux réseaux sociaux, c'est qu'ils sont conçus pour activer des circuits de récompense dans le cerveau. Oui, ils sont conçus pour nous faire déconnecter, mais ça, on en a tous fait un petit peu l'expérience. On n'a pas besoin d'être jeune. On a une journée stressante. Vraiment pas de quoi vous parler. Alors, franchement, la Béatrice. Marine, jamais. Jamais. Bah oui, donc en fait, les réseaux sociaux, Internet, c'est extrêmement efficace pour nous faire oublier notre anxiété, notre tristesse. Et donc voilà, c'est une stratégie qu'utilisent les jeunes comme plein d'autres pour éteindre un peu ces émotions. Mais oui, qui font voilà.
donc la question c'est ponctuellement, pas de problème. Si ça devient la seule stratégie pour s'évader de ça, si vraiment derrière il y a un mal-être des jeunes, parce qu'on sait qu'être ado c'est pas facile tous les jours, que la santé mentale des jeunes c'est pas toujours facile. Donc oui, si ça devient le seul échappatoire, c'est là qu'il commence à y avoir un souci. Mais là, il vaut mieux aller voir un psy à ce moment-là. Tout à fait. D'où l'intérêt aussi de sensibiliser les jeunes au fonctionnement du cerveau. C'est des choses qui fonctionnent. On avait parlé notamment ici de Cerveau-Odyssée, qui est une belle opération dont s'occupe entre autres Grégoire Borst, que vous connaissez bien, mais il y en a d'autres. Et ça, c'est très très important. Oui, parce qu'en fait, par exemple, alors c'est toujours, ça paraît simple, mais leur expliquer que non, il n'est pas possible de travailler efficacement à ses devoirs pendant qu'on écoute un podcast et qu'on discute en chat avec ses copains sur Discord, parce que simplement notre esprit peut pas faire 45 choses en même temps de manière efficace. Ça c'est vraiment la base. Et donc ça fait partie des éléments qu'il faut pouvoir expliquer du fonctionnement du cerveau, parce que quand on est adolescent, on a encore du mal un petit peu à se réguler. C'est le rôle aussi des parents de les accompagner, parce qu'on est un peu dans le plaisir. Mais c'est vraiment la notion de régulation qui compte. Absolument. On n'est pas dans le. C'est un continuum. On n'est pas dans le tout ou rien. Voilà, compliqué de penser les objectifs à long terme. Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur. Point d'exclamation. C'est le nouveau livre de Béatrice Caméret. Il vient de sortir à la fois sous l'égide de Cadopé et sous celle du Clémy. On retrouve Béatrice juste après l'Anti-Sèche. Marine Plantec. Marine, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je suis tout dérouté de vous avoir sur ce plateau. Je vous le dis parce que vous ne le savez pas forcément, vous m'entendez remercier Marine Plantec à chaque fin d'émission, et puis à plein d'autres moments de la vie où je la remercie. Elle est la producteur de l'émission, et là, au pied levé, elle se transforme en chroniqueuse parce qu'elle sait tout faire, et elle nous a préparé une anti-sèche spéciale d'avant les vacances, comment réviser en s'amusant, avec plein d'expos, mais en lien avec les programmes scolaires. C'est des fausses vacances, pas sympa quand même au fond. Mais si, c'est sympa. Réviser, c'est pas que faire des fiches, c'est pas que relire ses cours, ça peut aussi être sortir et faire des visites culturelles. Et en plus, c'est sympa pour les enfants comme pour les parents. Alors on commence avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, un thème omniprésent ces dernières semaines dans les classes. Et le Musée national du sport de Nice met à l'honneur les femmes avec cette exposition, les ailes des Jeux. Alors il faut écrire L, E, 2 L, E, S. Exactement, c'est plus de 130 ans d'histoire du sport féminin qui défilent devant vos yeux. Dans cette exposition chronologique et thématique, vous découvrez des femmes qui n'étaient pas les bienvenues dans ce monde exclusivement masculin et comment elles sont parvenues à se faire une place, à combattre les préjugés et à outrepasser les interdictions. Exposition sur le sport, mais aussi sur des sujets de société. Oui, c'est ça. En fait, puisque chaque médaille, chaque victoire individuelle a permis de servir une cause qui est bien plus grande, d'Alice Milia, la créatrice des Jeux mondiaux féminins en 1922, à Christine Caron, Laure Manodou ou encore Marie-Josée Pérec, toutes ont permis aux nouvelles générations d'ambitionner un futur dans le sport. C'est une exposition à découvrir, on le disait donc, au Musée national du sport de Nice. C'est jusqu'au 22 septembre. Allez, on file à l'ouest, direction Bordeaux. Là, vous nous proposez une exposition dédiée aux grands maîtres hollandais. Oui, vous allez les redécouvrir sous un autre angle, celui du bassin des Lumières. Si vous le connaissez, c'est un peu le cousin de l'atelier des Lumières à Paris, dans le 11e. Tout à fait. Donc de Vermeer à Van Gogh, évidemment, au programme scolaire, cette création numérique vous propose une immersion dans ces peintures incontournables du XVIIe siècle. Rembrandt et sa ronde de nuit, le royaume des dieux d'Abraham Bloemaert, les étendues gelées d'Hendrik Averkamp ou encore la taverne festive de Jan Steen. Ils y sont tous pour vous proposer une plongée dans ce monde hollandais si fascinant. On a le temps en plus. Oui, c'est jusqu'au 5 janvier 2025. On continue, pardon, je vous ai interrompu. On continue au Tour de France. Cette fois-ci, hop, le Nord, la Venise de l'Ouest. Enfin, quand je dis le Nord, c'est à partir de Bordeaux, où des œuvres sortent un peu du commun. On peut les toucher. C'est vrai, c'est pas commun et pourtant c'est bien le concept de cette exposition, ne pas toucher avec les yeux, mais avec les mains. Prière de toucher, l'art et la matière, c'est une exposition proposée par le Musée d'art de Nantes. Seuls les yeux bandés avec un audio guide ou un médiateur, votre défi est de toucher, palper, manipuler ou encore sentir pour redécouvrir l'art sous un autre angle. Une expérience étonnante mais ludique qui plaira certainement aux plus jeunes. Les œuvres présentées sont en réalité des reproductions, c'est ça, d'œuvres qui sont issues de plusieurs musées français. On ne va pas toucher les... Non, bien sûr, on ne touche pas les originaux, mais ces reproductions sont néanmoins reproduites de la technique à la matière, vraiment à la pointe du réalisme. Il s'agit principalement de figurations humaines qui racontent une histoire de la sculpture occidentale de l'Antiquité à l'art moderne. Ça me tente, c'est jusqu'au 29 septembre. On continue au Tour de France, Normandie, Mémorial de Caen, on en a déjà parlé souvent. Ils font un travail absolument formidable pour les scolaires. Une expo qui croise, elle, les programmes d'anglais. Oui, anglais, mais aussi histoire, puisque l'expo, c'est l'aube du siècle américain. Elle vous propose de découvrir l'Amérique, ce pays qui a envoyé ses soldats sur nos terres normandes il y a 80 ans. C'est une histoire
culturelle, sociale et politique que vous propose le mémorial. Depuis la Première Guerre mondiale au débarquement, on y découvre une Amérique aux multiples visages, l'Amérique du New Deal, celle qui se relève de la crise ou encore celle de la prohibition, des thèmes longuement abordés en classe européenne ou encore en anglais, en littérature étrangère au lycée. Allez, on termine dans 30 secondes. Anime, là on fait une belle diagonale. La mythologie grecque. Ouais, en fait, je voulais finir par mon préféré, mon petit faible pour la mythologie. Voilà, j'adore peut-être le film 3. J'avoue, alors je ne pouvais pas passer à côté de l'expo Achille et la guerre de Troie. C'est au musée de la Romanité. Très beau musée. Oui, Achille, évidemment, héros légendaire de la mythologie grecque. Et l'une des figures les plus connues, c'est le protagoniste autour duquel tourne cette expo qui retrace les épisodes marquants de sa vie. Vous découvrez là-bas plus de 100 œuvres et une fresque numérique qui raconte Achille de sa naissance à la flèche qui lui sera tirée dans le talon. Pour cette exposition, vous avez aussi un peu de temps, c'est jusqu'au 5 janvier. Merci Marine, on se retrouve pour le best-of. Tout à fait. Vous nous avez mitonné. Ah, on est prêt. J'ai la trouille. Grand oral, Béatrice Camérer. La méfiance à l'endroit de la jeunesse ne date pas d'hier. Béatrice Camérer rappelle dans son livre « Nos ados sur les réseaux sociaux » cette célébrissime saillie de Platon. Je résiste pas, moi quand on me la remet sous les yeux, quand le père s'accoutume à traiter son fils en égal et à craindre ses enfants, que le fils s'égale à son père et n'a plus de respect ni de crainte pour ses parents parce qu'il veut être libre, quand le maître craint et flatte ses élèves, que les vieux de leur côté, pour complaire aux jeunes, se font badins et plaisants et les imitent pour n'avoir pas l'air chagrin et despotique, tel est, mon ami, si je ne me trompe, le beau et séduisant début de la tyrannie. Bon, c'est vrai que cette déploration, elle est connue, cette citation de Platon. Oui. Il y en a à d'autres époques d'ailleurs. Oui. Il y en a à peu près dans tous les rapports de jury d'ailleurs du baccalauréat, des concours d'enseignement, pareil, ça fait belle lurette depuis qu'ils existent. Vous portez un message tout à fait inverse, c'est-à-dire que vous dites les jeunes, il faut d'abord leur faire confiance. Oui, pour moi, la relation de confiance, elle est extrêmement intéressante, importante. D'abord parce que sur le plan culturel, ils amènent des choses intéressantes. Enfin, les jeunes, si je devais citer d'autres auteurs, par exemple, je pense à Alison Gopnik, qui est chercheuse américaine. L'enfant chercheur. Oui, et puis qui dit l'enfant, c'est un peu le pôle recherche et développement de l'humanité. Donc si on leur fait pas confiance en eux, on est un petit peu perdu parce qu'on a besoin de ces nouvelles idées, on a besoin de cette nouvelle énergie. Et donc en fait, ce qu'ils font en ligne, alors voilà, tous les objets culturels qui ont plu aux enfants, alors que les adultes, aux jeunes, alors que les adultes n'étaient pas familiers, ont suscité des paniques. On a eu, l'exemple au siècle dernier du cinéma, du rock'n'roll, des BD, on a tout eu, tout y est passé. C'est coup de vieux quand vous dites au siècle dernier. Et oui, au siècle dernier. Vous voulez dire des trucs de quand j'étais jeune, quoi. Ok, j'ai compris, super. J'en fais partie aussi. Les terrains vagues aussi, les terrains vagues. Vous faites une analogie entre Internet et les terrains vagues, sur lesquels les enfants allaient jouer, sur les fortifs, les années 50, tout ça. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre la peur d'Internet si on ne comprend pas la transformation qu'il y a eu au niveau de la parentalité et notamment du rapport à l'enfant. Le rapport à l'enfant n'est pas du tout ce qu'il était il y a 50 ans et notamment cette liberté qu'il leur est laissée. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses études qui montrent que... On ne joue plus à l'extérieur. Voilà, on ne joue plus à l'extérieur, qu'un enfant de 10 ans avant avait le droit de faire plusieurs kilomètres seul. Maintenant, on fait 300 mètres autour de la maison si tout va bien. On est bien content. Et donc c'est ça. Et donc ces terrains vagues qui ont disparu, qui étaient un cadre de liberté pour les enfants. On se souvient des histoires du petit Nicolas, par exemple, qui ont complètement disparu. Quand Internet est arrivé, absolument. Quand Internet est arrivé, ça a réouvert un peu cette fenêtre. C'était à nouveau pour les enfants la possibilité, pour les jeunes, de découvrir, de faire des expériences en autonomie, tout en étant un peu rassurant pour les parents parce qu'ils étaient dans leur chambre. Donc voilà, donc c'est le compromis en fait quelque part. Donc on s'en étonne aujourd'hui, mais on ne peut pas s'en étonner si on ne considère pas cet espace public qui leur est grignoté en permanence. Ouais, ce qui est important, et vous venez de le dire, c'est qu'ils s'étaient avant quand ils étaient dans leur chambre. Et d'ailleurs Dominique Pasquier, on avait fait un bon bouquin qui s'appelait La culture de la chambre. Quand ils étaient dans leur chambre, au moins, on va dire que les parents étaient d'une certaine façon tranquilles. Là, on sort de chez soi en restant dans sa chambre via ce fameux terrain vague qui est Internet. Donc effectivement, ça peut faire un petit peu peur. Quels sont, Béatrice, les signes quand même qui peuvent alerter des parents sur un usage problématique d'Internet, parce que ça existe. Même pas peur, ça ne veut pas dire que tout à fait. Typiquement, alors c'est les signes classiques, quand on interroge les psychologues, c'est vraiment les signes classiques. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce que ses relations sociales, est-ce qu'il va voir des personnes, il ou elle, bien sûr, va voir des personnes à l'extérieur? Est-ce qu'à l'école, ça se passe pas trop mal? Donc voilà, ça c'est vraiment les signes du bien-être de manière globale. Si ça commence à être détérioré et que par ailleurs, il y a un surinvestissement des activités en ligne,
bah là oui, c'est on en parle et le cas échéant, en cas de vrai pépin, on consulte. On peut toujours aller demander un avis. Je le surligne parce que c'est dans le bouquin, l'usage excessif n'est donc pas un critère suffisant tout seul. Vous l'avez dit en début d'émission, on y insiste, c'est vraiment ce qui s'y passe sur les réseaux et l'impact que ça a sur la vie des jeunes. Une des stratégies les plus efficaces quand on est parent et si on a l'impression que son ado passe trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est aussi de proposer des activités sympas sans écran. C'est ça. Dedans ou dehors d'ailleurs. Oui. Ça c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Que sais-je. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur propose comme alternative concrètement, hein. On sait qu'il y a quand même pas mal d'activités aussi qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre, ne serait-ce que pour des raisons financières. Donc quelle est vraiment l'activité, l'alternative qu'on propose pour lutter contre la sédentarité, pour encourager les jeunes à lire, à faire autre chose, à se tourner vers d'autres activités culturelles. Il faut leur donner un petit peu envie. Donc ça nous questionne aussi, nous, adultes, sur notre capacité à proposer des activités, des contenus attractifs aussi pour les jeunes. Qui soient ailleurs que sur des écrans. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est un autre point sur lequel il y a beaucoup de peur autour des usages des écrans par les ados. Qu'est-ce qui a changé dans leur façon de s'informer? On a la trouille, les fake news, le complotisme. Oui, en fait, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Non, ils ne sont moins pas même. plus bêtes que les autres. Non. Là, évidemment, je ne peux pas ne pas citer le travail d'Anne Cordier, chercheuse en information et communication, qui a énormément documenté cette question et qui a montré non seulement que les jeunes s'informent tout autant que les générations précédentes, peut-être même plus, parce qu'il y a une forme d'accessibilité de l'information des médias en ligne, grâce notamment aux réseaux sociaux. Et ce qu'elle a montré, c'est que, alors même qu'aujourd'hui, il y a une très grande proportion, à peu près 3/4 des jeunes qui s'informent via les réseaux sociaux, les contenus qu'ils consomment sont en fait très semblables à ceux que lisent les adultes. Ils sont plutôt plus méfiants ou défiants ils sont plutôt plus méfiants. Sur les fake news. Oui. Voilà. Par contre, la grande différence, c'est qu'ils ont l'impression, eux, d'avoir des pratiques complètement défaillantes, parce qu'on n'arrête pas de leur dire qu'ils ne s'informent pas, qu'ils sont plus intéressés, qu'eux-mêmes en deviennent convaincus. Ça, c'est très alarmant. Voilà, il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait sur les écrans, parce que si on ne fait pas attention à ce qui se passe sur l'écran, on risque de se retrouver dans des best-of. C'est l'heure de la récré, on va retrouver Béatrice juste après. Rebonjour Marine. Rebonjour Emmanuel. C'est donc l'heure du best-of, c'est le grand moment où je regrette toutes les bêtises que j'ai pu faire. C'est exactement ça. C'est celui-là. Je vous avoue que je ne pensais pas le lancer en plateau, je pensais être tranquille. J'aime bien que c'est un verre d'eau que vous avez là d'ailleurs. Voilà, je ne pensais pas devoir assumer, mais il va falloir assumer, donc place au rire. Et on va chanter. Ah, on va chanter quoi? On chante. Allez René, Mila, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Hey ho, les chiens pirates, c'est pas des toutous qui donnent la papate. Week-end à Rome, et la suite? Les 200 personnes pendant la mer et les flots, ils veulent du gigot. On a un bêtisier dans cette émission et vous venez de me donner de super idées pour la suite. Vous ne regretterez pas ce moment. Il y a des vidéos dossiers. Maman, elles sont où mes chaussettes blanches dans ton placard, chérie. Tu entends, maman? Maman. Il faut demander en régie à Marine, il y a des dossiers. Marine Plantec, je crois qu'elle a tout organisé, effectivement. Notre diététicienne et nutritionniste. Exact. Eh oui, c'est le talent il fait des blagues. Vous le croyez ça? Et il me fait rire. Oula! Il est drôle, il est un peu patapouf, mais il veut découvrir la liberté. Ah ouais, c'est sérieux? Ah, vous l'aviez caché celle-là? Ouais. Oh, quel art de la transition! Génial! Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Brandon, prenez ma place. Voilà, celle-là, c'est Sukuna. Sukuna, Voilà. Ça me fait quoi? C'est le plus grand antagoniste. En fait, Vendredi, nous poussons les portes de la librairie. il impose ce dont on a parlé. Et de quoi? Va Je fais le lapin là. Ah non, Vous faites ça mieux que moi. bloc lang, est-ce que ça marche? Ah non, c'est pas ça, il faut arrêter de parler. Ça va peut-être plus marcher. Ah, ça a marché. Je suis super émue. Mais attention, c'est pas magique. Ce serait trop simple, hein? Zip, zip, zip. Et regardez mes babines, elles sont pas belles mes babines. Gauche. Arrêtez, vous me faites rire. Parce que madame se mange. Qui vivait avec les chats, qu'est-ce qu'elle disait? Parce qu'en fait, Américains qui ont démontré ça il y a 2 ans. Patron! Imaginez 25 000 euros. Patron! 50 000, 75 000, 100 000. Voilà. Quoi, 3 petites truites non cuites, 3 petites truites crues. Oh, vous êtes sec. Voilà. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Ah non, mais je suis sec. Même quand on sort de l'émission, on a mal aux zygomatiques. Oui, c'est ça. Une petite crampe. C'est vrai, toujours, tous les jours. Yes it is. Allez, viens, on prend 2 ou 3 heures avec la... Non mais voilà. Tu pointes tout petit. T'es sûr du poil? J'ai un problème avec mes cheveux, faut que vous le sachiez. Pas de soucis. Il se moque du mec du CD. C'est super sympa, la dame du CD. Pardon. Ah là 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 là. Wingardium Leviosa.
Ah bon, mais il faut un pénis pour l'utiliser. Si la réponse est oui, c'est que ce n'est peut-être pas un jeu pour les enfants. Il y a les images olé olé. Un petit peu olé olé. D'accord. Voilà. Plateau repas, mais je vous dis pas le plateau repas. C'est de la pâte à On va montrer à modeler tout que le monde. j'ai fait tout le toute monde. seule. J'aime pas. Moi, quand je suis arrivée, je croyais que c'était des mochis. Mais si, je te jure, c'est bon, mais goûte-moi une cuillère. Non, je veux pas. Ne rêvez même pas à la régie qu'on vous en laisse parce qu'on va tout manger. Pourtant, qu'est-ce qu'on vous aime et qu'on vous remercie. Cœur, cœur. Et on vous remercie, cœur, cœur, aussi pour votre fidélité. C'est la fin de cette 3e saison. Il y aura des rediffs pendant tout l'été. Bien sûr. Sur School TV, vous allez pouvoir retrouver l'intégrale et pas seulement les best-of d'un certain nombre d'émissions. Nous, on se retrouvera comme d'habitude en direct à la rentrée. Marine, merci beaucoup pour tout, pour le best-of, merci, pour la Emmanuel, rentrée. pour tout. Et puis, bon, on en reparle à la sortie. Oui. Ok, pas de problème. Grand oral. Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur, c'est le titre du livre de Béatrice Kammerer. Il vient de sortir et c'est à la fois grâce à Canopé et au Clémy sur ces réseaux. On l'a dit, on s'informe, on s'amuse, mais aussi on se fait des amis, on grandit. Il y a des personnes qui disent que sur les réseaux sociaux, on se fait plus de vrais amis, comme dans la vraie vie. Et vous démontrez, et là encore, je le redis, c'est un ouvrage extrêmement documenté. Vous avez lu plein d'études, plein d'enquêtes, interviewé plein de monde. C'est pas vrai, en fait. Les relations sociales qu'on tisse sur les réseaux sociaux, c'est de la vraie relation sociale. Oui, alors d'abord, c'est de la vraie relation sociale. Donc cette distinction virtuelle, réelle, elle n'a pas réellement de sens sur le plan de la relation sociale. Mais surtout, quand on regarde ce qui se passe chez les ados, ce que montrent les chercheurs, c'est que le réseau social qu'ils entretiennent, les relations sociales qu'ils entretiennent en ligne sont globalement les mêmes que celles qu'ils entretiennent en face à face. Ils ne sont pas tous en train de discuter avec des vieux messieurs anonymes. Absolument pas. Oh, c'est un petit peu le gars de la classe d'à côté qu'on trouve quand même vachement... Le crush. Voilà, c'est ça. Mais on a fait grosso une émission modo, sur le crush ça reste exactement là-dessus. Donc non, ça c'est vraiment de l'ordre du mythe quand même. Ouais, avec en plus quelques atouts de cette relation-là par rapport à la relation physique, en termes de soutien, en termes de désinhibition. C'est fini le best-of. J'ai donné ma maladie. De désinhibition. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on pointe toujours l'aspect négatif de la désinhibition des écrans. On dit oui, ça nous pousse à être plus violents, ça nous pousse à être... voilà. Je suis planqué, je peux faire n'importe quoi. Absolument. Et en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi plus se confier sur des sujets plus sensibles. Et donc, oui, il y a plein d'ados qui se réfugient le soir dans leur chambre pour débriefer avec leur meilleur ami parce qu'il y a eu une dispute avec la maman, parce que le crush, ça n'a pas fonctionné comme elle voulait. Et voilà. Et donc, il va y avoir cette possibilité de partager ses émotions ensemble, oui. Les réseaux sociaux ont-ils provoqué une hypersexualisation précoce? Ça aussi, on l'entend, on le dit beaucoup. Alors là, c'est pareil, hein, on est vraiment de l'ordre du mythe. Hein. D'abord, on peut quand même remarquer que l'âge de la première relation sexuelle depuis 100 ans est d'une stabilité incroyable. Stable, absolument. Ouais. La seule évolution qu'on ait observée, c'est que l'âge des filles a rattrapé celui des garçons, parce qu'effectivement, la société est quand même un petit peu moins sexiste qu'avant. Mais c'est la seule évolution notable. Et si on doit déplorer le sexisme dans les représentations ou une forme d'hypersexualisation, eh ben, c'est du côté de la société tout entière qu'il faut se poser des questions et peut-être des difficultés que les établissements scolaires ont à faire vivre l'éducation à la sexualité plutôt que de tout mettre sur le dos d'Internet. Avec quand même une petite nouveauté du côté du porno, et ça pour le coup, Internet peut avoir le meilleur avocat de la Terre, ça ne marche pas, un accès beaucoup plus précoce et le cas échéant beaucoup plus traumatique. Ah ben, en tout cas, des tonnes de sites qui ne respectent pas la loi, et ça c'est un vrai problème auquel je pense que les politiques aujourd'hui sont conscients, puisque oui, il y a des contenus pornographiques qui sont accessibles en ligne de manière tout à fait facile. La question de l'impact est très difficile à documenter. Moi, je m'avance très peu dans le livre parce qu'il y a très peu d'études sur qu'est-ce que ça fait réellement aux jeunes, entre effectivement l'exposition involontaire traumatisante parce qu'on est en train de faire autre chose, parce qu'on est un enfant et que d'un coup on voit surgir un contenu pornographique où il y a des risques de traumatisme, et l'exposition de l'ado qui cherche des contenus de ce type-là et qui évidemment est beaucoup moins sujet au traumatisme mais qui pourrait éventuellement être impacté, voir sa sexualité peut-être modifiée. Ça, on a beaucoup plus de questions que de réponses, d'où l'intérêt d'aller vers ce sujet sans panique morale et avec courage. D'un mot, Béatrice, puisqu'après on va pousser les portes de la librairie de Célie Luton, d'un mot, finalement, on ne grandit ni mieux ni moins bien qu'avant avec les réseaux sociaux, on grandit un petit peu différemment. Et pour le reste, quand même, pareil. Ah oui, l'essentiel n'a pas changé, mais comme la mission des parents, elle n'a pas réellement changé. C'est juste des opportunités différentes et dans lesquelles il faut savoir accompagner ses enfants. Un peu comme on ne les laisserait pas tout seuls aller dans la rue la première fois, on ne les laisse pas tout seuls aller sur les réseaux sociaux la première fois, mais on est bien heureux qu'ils aillent découvrir le monde en ligne ou hors ligne. Voilà, et on ne les laisse pas non plus tout seuls choisir leur bouquin. On demande l'avis de Célie Luton qui va pousser les portes de la librairie dans quelques instants. Marine, merci beaucoup. Merci. Vous revenez quand vous voulez, c'est un plaisir. Avec plaisir. Voilà, et puis on se revoit tout à l'heure pour parler du best-of.
la librairie, Célie Luton. Et comme tous les vendredis, nous avons le plaisir de pousser les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Pour des conseils de lecture, alors vous pourriez conseiller aux parents de lire Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur, parce que c'est un ouvrage extrêmement précieux, mais dans votre librairie, on trouve avant tout des livres pour les enfants et les ados, et une petite sélection à la fois estivale et olympique. Bah oui. C'est une sélection d'actualité. On commence avec Peluche, l'invité de l'été, c'est au Seuil Jeunesse, c'est signé Juliette Valéry et Chloé Mallard. Une nouvelle aventure de Peluche. Donc Peluche, on ne sait pas trop ce que c'est une peluche. Et la journée de rêve l'été, qu'est-ce que c'est? On se lève le matin, on s'étire, on mange ses tartines et on repart se coucher dans le hamac. Mais tout de suite. Voilà, ça c'est la journée de Peluche. Brise, voilà, c'est Peluche qui fait sa petite sieste. Et sans le rêve arriver. Post-petit déjeuner. Ouais, le rêve arrive, il va se laisser emporter et patatras, un éléphant arrive en parachute, parachute pour le voir, et il va lui demander son chemin, parce qu'il est un peu perdu visiblement. Ouais. Et là, évidemment, Peluche va lui indiquer le chemin de la mer. D'Amned. Ça fait une super belle aventure entre Peluche et l'éléphant. C'est surtout très tendre, je vous en montre quelques exemples. C'est tendre et drôle. Parce qu'on va tendre et drôle, et c'est pour les tout petits. À partir de 3 ans. Oui. Avec les parents. Et l'humour. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux. Le feuilleton des Jeux d'Olympie en 14 épisodes, c'est chez Bayard Jeunesse. C'est signé Olivier Ballès pour les illustrations et la formidable Muriel Zac pour le texte. C'est une nouvelle réussite de Muriel Zac, le feuilleton des Jeux d'Olympie. Ça raconte l'histoire de Chrysias, notre héros. Il est timide, mais il est curieux et d'une grande sagesse, dit-on. Il va être sélectionné pour être l'un des 10 Élanodis. Qu'est-ce que c'est un Élanodis, Emmanuel? Je vous le demande. Un juge arbitre des Jeux d'Olympie. Il va devoir sélectionner, accompagner et juger les différents athlètes, tout en faisant attention à la corruption qui règne autour des Jeux d'Olympie. Et ça, on l'avait vu parce qu'on avait parlé d'un bouquin bilingue d'ailleurs pour réviser son grec et découvrir l'histoire d'Olympie. Il y avait déjà un tas de trucs. Quel âge? Alors à partir de 8 ans, parce qu'une fois de plus, il faut le lire soi-même, parce que Muriel Zac, elle emporte ses lecteurs, elle met des valeurs contemporaines dans pour moi, un livre, une beauté littéraire, mythique, qui est incroyable. C'est vraiment, pour moi, c'est du conte. C'est du conte pour toute la famille. Et on croise un tas de mots qu'on ne connaît pas, comme les alites A-L-Y-T-E-S. Ça fait plein de points au Scrabble. On termine avec Mon premier jour d'amour. Ça, c'est pas du tout une nouveauté, c'est un classique même. 1999, Sophie Tasma, c'est dans la collection Médium. Vous n'auriez pas dû redire la date, parce que moi, je l'ai trouvé dans ma bibliothèque adolescente. Donc ça fait très 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 longtemps. Pas 25 ans ce livre. 25 ans ce livre. Vous l'avez lu à l'âge de 3 ans, vous aviez des lectures trop précoces. C'est comme Internet, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire trop jeune. J'aurais dû attendre. Il n'a pas pris une ride, ce livre. Enfin, un roman d'été qui n'est pas une romance, avec un jeune héros. Il s'appelle Paul, il a 14 ans. Son père est sévère, oh là là. Donc il se dit, écoute, pour pas que papa m'embête, les fêtes, ça m'intéresse pas, les filles non plus. Et un été en Bretagne, il va rencontrer Fanny. Mais oui, Fanny, avec elle, tout est magnétique. Paul va désobéir à son père et puis aussi peut-être apprendre à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Parce que le grand amour, se mener par le bout du nez. Tout à fait. C'est vrai que vous savez bouger les narines. Extraordinaire. C'est mon talent. Mais ça, c'est un roman à mettre dans les valises pour l'été, parce que l'été, pour les adolescents, c'est un marqueur. Mais c'est format valise. Ça se lit tout seul. L'été, c'est un espace de liberté pour les ados. C'est toutes les premières fois. C'est super. Sophie Tasma, Mon premier jour d'amour, c'est la collection Médium de l'École des loisirs. Médium, 13 ans? Oui. Merci beaucoup, chère Célie. On se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles sélections de livres. Merci d'avoir habité toute cette année, cette nouvelle saison de la quotidienne, avec autant de beaux conseils de lecture pour les enfants et les adolescents. Béatrice, merci beaucoup. Vous avez aussi pas mal irrigué cette émission avec vos papiers dans Sciences Humaines, dans la revue de l'école des parents. Et désormais, avec ce bouquin, Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur, c'est chez Canopé et au Clémy. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission aujourd'hui. Laure Audemont au maquillage, en régie, Édouard Degnaud, assisté par Pénélope Day. Pénélope qui a également aidé Marine à préparer l'émission. Au son, Saïd Mahou à la réalisation, Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous retrouvez nous en permanence sur les réseaux sociaux.